C'est un événement très attendu qui se déroule cet après-midi dans le nord de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Une rencontre sportive d'un nouveau genre, aussi populaire qu'une Coupe du Monde de football. Devant le stade olympique, l'ambiance est digne d'un film de science-fiction. Des super-héros et plus de 10 000 supporters de tous âges, survoltés. Ils sont tous là pour assister à un championnat national de jeux vidéo en réseau. On appelle ça du e-sport. Dans ce pays d'Asie, les habitants se passionnent pour cette nouvelle discipline. On y compte plusieurs centaines de joueurs professionnels et des millions de fans qui leur vouent un culte. C'est un jeu très connu en Corée. Il y a des clubs de supporters comme le nôtre qui assistent à tous les matchs. C'est un vrai phénomène. Je suis déguisée en DJ Sona. C'est un personnage du jeu vidéo. Elle se bat avec une arme en forme d'étoile. Elle est très forte et très belle. Et elle a des gros seins, contrairement à moi. Smeb est l'une des étoiles montantes de ce nouveau sport et une star en Corée. Ici, sa popularité est comparable à celle d'un joueur de football européen. À seulement 20 ans, il est le capitaine des ROX Tigers. En français, les Tigres super cool. L'une des deux équipes qualifiées pour la grande finale de ce championnat national. Je vais me battre. Il faut qu'on gagne. Tu vas te battre, mon fils. Smeb a arrêté ses études il y a 2 ans pour se consacrer entièrement à ce sport électronique. Autour de lui, les membres de sa famille l'encouragent. Mon fils est très connu. C'est une véritable vedette du sport électronique ici. Dans la rue, les gens le reconnaissent. En tant que mère, je suis très fière de lui. Au début, quand il m'a annoncé qu'il allait arrêter ses études pour devenir joueur professionnel, j'étais inquiet, je n'étais pas d'accord. Mais comme il était très motivé, j'ai fini par le laisser faire. Maintenant, il a du succès, je trouve ça bien. Je pense qu'il a bien fait. Pour la famille, l'enjeu est considérable. Les vainqueurs de cette finale empocheront 100 000 €. Mais plus important encore, les sponsors. Ces jeunes joueurs sont financés par des grandes marques. En moyenne, Smeb gagne 60 000 € par an. En cas de victoire, il peut décrocher de nouveaux contrats et des centaines de milliers d'euros. Alors avant le coup d'envoi, il reste concentré. On fait une dernière partie pour ne pas perdre la main. Ça va être super. J'ai vraiment hâte. On va les battre, j'en suis sûr. Je nous imagine déjà en train de brandir la coupe. Plus qu'une rencontre sportive, la compétition est un véritable show, retransmis en direct à la télévision et suivi par des millions de téléspectateurs. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir les 2 équipes pour la grande finale du championnat coréen. C'est parti pour 4 heures de combat. Le match s'effectue en 3 manches. Chaque équipe compte 5 joueurs. Ils s'affrontent, munis de leur clavier et de leur souris, dans ces cages en verre pour être isolés du bruit. Les spectateurs suivent la compétition sur ces écrans géants. Le principe du jeu vidéo est des plus simples. Les 2 équipes possèdent chacune une armée de super-héros dotés de pouvoirs surnaturels. Leur but, allier habileté et stratégie pour détruire l'adversaire et conquérir son territoire. Smeb, attention à la bombe! Waouh! Tout le monde est là, ça se bastonne! Les yeux rivés sur leur fils, les parents de Smeb comptent les points avec anxiété. Pas maintenant, je suis concentré là. Ils sont un peu crispés car ça ne va pas très fort pour leur fils. Après plus de 3 heures de compétition, les 2 équipes sont à égalité, 1-7 partout. Mais les adversaires des Tigres super cool sont à 2 doigts de remporter la dernière manche. Il reste 30 secondes de jeu. Les ROX Tigers sont mal en point. Si l'équipe SK gagne, ce sera leur 5e victoire en finale. C'est fini. L'équipe SK a gagné. Une nouvelle victoire de SK. C'est perdu. La coupe et les 100 000 € de récompense sont pour les adversaires. Pour Smeb et tous ses fans,
le rêve se brise. Je suis triste. Mon fils a bien joué, mais je pense que l'autre équipe était tout simplement plus forte. J'espère qu'il gagnera le prochain match. Je suis quand même très fier de lui. C'est la 3e année consécutive que Smeb et ses coéquipiers s'inclinent en finale. Mais ils n'ont pas tout perdu. Ils repartent avec un chèque de 60 000 €. Smeb accuse tout de même le coup. Honnêtement, je suis très énervé d'avoir perdu. Mais je me donnerai à fond pour le prochain match. La Coupe du championnat national sera peut-être pour l'année prochaine. En attendant, les Tigres super cool auront d'autres occasions pour se démarquer. À Séoul, il y a plusieurs compétitions comme celle-ci, tous les mois, tout aussi populaires. Célèbre pour ses stars de K-pop qui ont imposé leur style musical et leur danse insolite au monde entier, la Corée du Sud est un petit pays d'Asie, coincé entre le Japon, la Chine et son frère ennemi au nord, l'une des pires dictatures de la planète. Sa capitale, Séoul, une mégalopole de 25 millions d'habitants, est la vitrine de cette société à la pointe de la technologie et de l'innovation. Avec pas moins de 30 millions de téléphones portables pour 50 millions d'habitants, c'est le pays le plus connecté au monde et le leader mondial du smartphone. Ses emblèmes sont Samsung, LG ou encore Hyundai, des multinationales qui inondent la planète de leurs produits. À l'avant-garde sur la robotique, la Corée invente la société de demain. Un miracle économique, car il y a 50 ans, ce territoire d'Asie était parmi les plus pauvres de la planète. Le secret de cette réussite, l'esprit de compétition que le pays cultive à l'extrême. Les rythmes de travail y sont effrénés, plus de 60 heures par semaine, parmi les plus durs au monde. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer les coulisses d'une entreprise emblématique du pays, POSCO, le géant coréen de l'acier. À ses salariés, la multinationale demande un dévouement sans limite. C'est parti pour la devise de POSCO. Le dévouement des employés est la base pour assurer la prospérité de POSCO. POSCO, c'est le meilleur. Pour survivre dans cette société ultra concurrentielle, les Coréens sont prêts à tout. La dernière tendance, avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire aux employeurs et faire la différence lors d'un entretien d'embauche. J'en avais envie depuis longtemps. Je suis prêt. J'ai hâte. D'autres paient des fortunes à des chamans pour éloigner le mauvais œil et assurer la bonne marche de leur entreprise. Et les enfants ne sont pas épargnés par cette course à l'excellence. En classe de seconde, Yoon-jae est soumis à une pression scolaire invraisemblable. Entre le programme de son lycée et ses cours du soir, ses journées font plus de 15 heures, un record mondial. Nous, les élèves coréens, nous finissons nos devoirs même s'il est 1h ou 2h du matin. On n'a pas le choix. Quel est le secret du miracle économique sud-coréen? Et quels sont les travers de cette course à la performance? Enquête sur la Corée du Sud, un petit pays à l'avant-garde, bien décidé à jouer dans la cour des grands. À Séoul, la fascination des Coréens pour les nouvelles technologies dépasse parfois l'imaginable. Monsieur Kwon est à la tête d'une clinique de chirurgie esthétique réputée. Il est riche mais plutôt discret. De sa fortune, nous ne verrons que son impressionnante collection de voitures. Des pièces rares, estimées à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais il a accepté de nous montrer quelque chose de plus précieux à ses yeux. Ces deux petits chiens, pas vraiment obéissants. Allez, montez. Chengdu 1 et Chengdu 2 valent de l'or, car ils ont été clonés. Vas-y, Chengdu, dépêche-toi. Impensable en Europe, le clonage des animaux domestiques est totalement légal en Corée du Sud et parfaitement accepté. Monsieur Kwon a eu le cœur brisé il y a 1 an, à la mort de Chengdu, son petit caniche adoré. Alors il a fait appel à la science pour le ressusciter. J'étais tellement triste à la mort de mon chien. Je n'ai pas hésité un instant pour le faire cloner. La Corée est le numéro 1 mondial en ce qui concerne les technologies de clonage. On est les meilleurs dans ce domaine.
J'y suis allé les yeux fermés. Cet après-midi, Monsieur Kwon emmène ses 2 clones dans la clinique où ils ont été créés. Il veut leur faire passer une visite médicale. Dans la banlieue de Séoul, l'établissement pratique le clonage commercial des chiens depuis 10 ans. C'est unique au monde. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. La pratique est tout de même réservée à une élite, car pour obtenir une réplique exacte de son chien, il faut débourser 80 000 €. Bonjour. Bonjour. Alors ici, le personnel prend soin de ses clients très privilégiés. Pas de file d'attente, Monsieur Kwon est immédiatement reçu par le vétérinaire en chef. Ces 2 chiots de 5 mois ne sont pas malades, mais l'un des 2 n'arrive pas à ouvrir son œil droit et Monsieur Kwon est un peu inquiet. À votre avis, docteur, ce problème à l'œil, c'est lié au clonage ou alors c'est arrivé au moment de l'accouchement? Il arrive parfois que les yeux d'un chien cloné ne se développent pas bien. Je pense que d'ici quelques années, il va falloir l'opérer, parce que l'œil est en train de dégénérer. Et ça peut devenir problématique. C'est une opération de routine pour la clinique, mais ce n'est pas forcément rassurant. Et Monsieur Kwon a entendu beaucoup de rumeurs à propos du clonage. On m'a parlé d'un chien cloné qui était en parfaite santé jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, il a commencé à être plus faible, à moins jouer. Vous connaissez cette histoire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier chien cloné de notre clinique est né en 2007. Et il se porte très bien aujourd'hui. En 10 ans, plus de 700 petits clones sont sortis de cette clinique. Les clients viennent du monde entier. Pour dupliquer son chien, pas besoin de se déplacer. Il suffit d'envoyer un prélèvement de peau ou d'organes par courrier. Des techniciens extraient ensuite l'ADN de l'animal. Et ils l'injectent dans l'ovule d'une femelle. C'est le moment du clonage. Le taux de réussite est de 40%. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Kwon est soulagé. Mis à part ce petit problème à l'œil, rien d'anormal. Avant de partir, il tient à remercier le patron de la clinique. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ils ont bien grandi. Le Dr Wang est l'un des pionniers du clonage. C'est aussi un homme très controversé qui a fait scandale il y a quelques années après avoir publié des travaux erronés sur le clonage humain. Depuis, il refuse de répondre aux questions des journalistes. Ok, bien reçu. Mais les caméras sont les bienvenues quand il s'agit de faire sa publicité. Ce jour-là, une télévision chinoise filme l'accouchement par césarienne du dernier petit clone de la clinique. Le chien que je vais mettre au monde sera de la même race que celui-ci. Il a 1 mois aujourd'hui. Les 2 chiens ont les mêmes gènes. Ils ne sont pas frères, mais ils ont été clonés avec les mêmes gènes. Le spectacle est bien rodé. Une belle promotion en perspective pour le Dr Wang. Après la Corée du Sud, le scientifique espère développer le clonage commercial des animaux en Chine. Ni hao, ni hao, ni hao. À Séoul, les riches particuliers ne sont pas les seuls à faire appel au service du Dr Wang. Ces bergers allemands ont été commandés par le gouvernement. Ils devraient bientôt rejoindre les rangs des unités de police de Séoul. Ces chiens ont été clonés avec les gènes d'un chien américain très spécial. Il a sauvé le dernier survivant des décombres du World Trade Center lors des attentats de New York. C'est un très bon exemple pour montrer comment la science peut aider la société. Ces chiens vont sûrement un jour servir la police pour détecter de la drogue, chasser les criminels et même sauver des gens. Rien ne dit pour autant que ces chiens seront performants dans les rangs de la police. Ils ont hérité des gènes d'un berger allemand héroïque. Mais le clonage ne permet pas de transmettre le caractère de l'animal. Venez, par ici. Monsieur Kwon en a fait l'amère expérience. Il s'est pris d'affection pour ses 2 nouveaux Chengdu, mais il n'a toujours pas fait son deuil. Alors chaque soir, le même rituel. Avant de rentrer chez lui, il passe quelques minutes devant la tombe de son défunt toutou pour se recueillir. Vous savez, je pense que si c'était à refaire,
Je ne le referai pas. Même si l'apparence est la même, leur esprit et leur caractère sont très différents. Et j'ai réalisé que j'étais attaché au souvenir de ces bons moments passés avec Chengdu, et non pas à son apparence. Contrairement aux pays européens, où le clonage des animaux se heurte à des questions d'éthique, ici le sujet ne fait pas débat, et la pratique a de l'avenir. Allez, suivez-moi. La Corée du Sud parie sur les nouvelles technologies. Cette course au progrès lui a permis de passer du sous-développement au 11e rang des grandes puissances économiques mondiales en moins de 50 ans. Une ascension fulgurante que le pays doit aussi à une culture du travail bien particulière. Officiellement, les Coréens passent 52 heures par semaine au bureau, mais ils font bien souvent plus de 60 heures, presque 2 fois plus que les Français. À Séoul, la capitale, il n'est pas rare de voir les bureaux encore éclairés en plein milieu de la nuit. Exceptionnellement, une célèbre multinationale nous a ouvert ses portes. Il est 4 heures du matin au siège de Hyundai, le géant de l'automobile coréen, et plusieurs employés font des extras. Chong Sang est chargé de communication, un métier qui ne s'exerce normalement pas la nuit, sauf en Corée du Sud. Comme je travaille dans le marketing, je dois faire une revue de presse. Je sélectionne des articles et je les poste sur le site de l'entreprise. Je me lève tôt et je travaille tôt, mais je pense que je contribue au bon fonctionnement de la société car je donne des informations essentielles. Ce matin, Chong n'est pas le seul à être de corvée. D'autres ont carrément passé la nuit au bureau. Dans cette salle de repos, une dizaine d'employés rattrapent leur sommeil perdu, comme ils le peuvent. Allongés sur ces banquettes ou dans ces fauteuils adaptés. Ici, c'est fréquent et ça n'étonne personne. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils dorment là. Ils sont peut-être arrivés tôt au bureau comme moi. En tout cas, ils ont besoin de repos. Chong Sang a fini sa revue de presse. Avant le grand rush du matin, il profite lui aussi d'un moment de calme pour faire une sieste. Pour le bien-être de ses employés, l'entreprise a investi dans des sièges massants dernier cri, un luxe. Quand je fais des nuits blanches au travail, je viens souvent ici pour me reposer. Ils sont vraiment très confortables, ces fauteuils de massage. Et je dis merci à mon entreprise de les avoir installés, pour nous, les employés. Aujourd'hui, Chong Sang va travailler 14 heures. Par semaine, il en fait plus de 60. Quant aux vacances, il n'a droit qu'à 10 jours par an et il est plutôt mal vu de tous les prendre. Ces cadences infernales ont été instaurées dans les années 60 pour relancer le pays ruiné par la guerre. Mais depuis peu, le gouvernement tente d'inverser la vapeur, car passer sa vie au bureau n'est pas synonyme d'efficacité. Les salariés coréens sont parmi les moins productifs des pays développés. Bonjour. Alors depuis 2 ans, Hyundai met en place des campagnes d'affichage et des méthodes à l'américaine pour rationaliser le temps de travail. Ce matin, Chong Sang participe à une réunion avec le directeur de son service. Au milieu des collaborateurs, un étrange invité. Ce cube. C'est la dernière trouvaille de l'entreprise pour limiter la durée des réunions. Et il faut l'allumer et ensuite choisir la durée de la réunion. 5, 15 minutes et même 1 heure. Aujourd'hui, ça sera 30 minutes. C'est le temps dont j'aurai besoin. C'est un premier pas, mais les habitudes sont tenaces. Avec ou sans cube, les réunions débordent généralement et les salariés continuent à faire des heures supplémentaires au-delà du raisonnable. Et il y a pire. En Corée du Sud, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle est souvent floue. Et même après le travail, beaucoup d'employés passent plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur famille. Direction Gwangyang, à 1 heure d'avion de Séoul. C'est ici, au bord de la mer, que POSCO, le 4e producteur d'acier au monde, a installé une partie de ses usines. 5 km² dédiés à la métallurgie. Une ville dans la ville, de la taille d'un arrondissement parisien moyen, construite de toutes pièces par la multinationale. 6500 employés y travaillent en huis clos.
La firme leur impose une discipline quasi militaire aux antipodes du modèle français. Il est 8 h du matin, leur journée commence toujours de la même façon, une séance de gym et des slogans à la gloire de l'entreprise. C'est parti pour la devise de POSCO. Le dévouement des employés est la base pour assurer la prospérité de POSCO. POSCO grandira si tous les employés respectent les règles de sécurité. POSCO, c'est le meilleur. En bon soldat, Tae-sung participe à ce rituel tous les matins depuis 20 ans. C'est important de scander ces slogans. Ça nous permet de garder un moral d'acier. Tae-sung est ouvrier. Il s'occupe de l'entretien des machines. En moyenne, il travaille 12 heures par jour, sans compter les heures supplémentaires non payées. Mais ici, c'est normal. Le maître mot est le dévouement. Et toute la journée, les employés respectent des codes pour manifester leur loyauté envers l'entreprise. En premier lieu, une extrême politesse. Ce matin, Tae-sung a pris rendez-vous avec son fournisseur de pièces détachées afin de diagnostiquer une machine en panne. Il suffit de changer la télécommande. Le reste fonctionne. L'affaire est vite réglée, mais avant de quitter son fournisseur, Tae-sung met les formes pour montrer son respect. En Corée du Sud, c'est obligatoire. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on doit s'incliner. Et après, on serre la main. C'est la même chose pour les personnes âgées. Les proches ou les subalternes, on a le droit de les saluer avec la main. Mais pour saluer ses supérieurs, on est obligé de s'incliner pour montrer son respect. Ce sont les règles de politesse en Corée du Sud. Deuxième règle d'or, le respect de la hiérarchie. Dans les entreprises coréennes, impossible de remettre en cause les décisions de ses supérieurs, même s'ils ont tort. Chacun doit rester à sa place, et pour rappeler ce principe aux salariés, là encore, il y a des codes. Tae-sung et ses collègues ont une réunion pour faire le bilan des réparations en cours. Pour s'adresser les uns aux autres, ils n'utilisent pas leur prénom, mais leur titre, comme à l'armée. Manager, comment ça se passe avec notre fournisseur à l'usine? Il y a un problème avec les mesures. Ça prendra 3 mois pour tout refaire. Chef de synthèse, comment on fait pour les normes de sécurité? Chef d'aménagement m'a appelé pour que je demande à assistant de synthèse de faire le bilan. Vu de France, un tel protocole pourrait prêter à sourire. Mais en Corée du Sud, c'est très sérieux. Le fait de nous appeler par les titres de nos fonctions, ça nous responsabilise. Je pense que c'est mieux pour l'efficacité du travail, car la hiérarchie est mieux respectée. Il est un peu plus de 19 h. Tae-sung et ses collègues ont expédié les problèmes urgents. Alors ce soir, pas d'extra. Les ouvriers peuvent rentrer chez eux, l'esprit tranquille. Mais en sortant de leur bureau, ils ne quittent pas POSCO pour autant. Car la ville qui entoure leur usine appartient entièrement à la multinationale. Le stade, les écoles, les habitations, les centres commerciaux et même les transports en commun, tout a été construit par le géant de l'acier. Les conditions sont idéales pour nous et nos familles. Il y a tout ici. L'entreprise a tout prévu pour que nous nous sentions bien dans cette ville et à l'usine. Et c'est bien, ça nous donne plus de motivation pour nous donner à fond dans notre travail. Tae-sung habite dans cette cité ouvrière à 5 minutes de route du bureau. Salut, je suis de retour. Avec sa femme et ses 2 enfants. Un appartement modeste de 4 pièces qu'il a racheté 55 000 € à l'entreprise. Depuis qu'on est mariés, on habite ici, au village POSCO. Avec ma femme, on n'a jamais vécu ailleurs et on aime bien cet appartement. La femme de Tae-sung est mère au foyer. Ensemble, ils vivent ici depuis 20 ans. Mais le couple n'a pas souvent l'occasion de partager des moments intimes. Car généralement, Tae-sung reste tard à l'usine et après le travail, il sort avec ses collègues. Ce soir, il les a invités chez lui pour fêter avec les enfants la fin des examens scolaires. Bonsoir. Bonsoir. Parmi les invités, un technicien et son épouse.
et 2 femmes dont les maris sont encore à l'usine. Vous n'avez pas l'impression de faire des heures supplémentaires? Non, pas du tout. Si on n'était pas ici, on serait sûrement ensemble dans un bar en train de boire des verres. Vous savez, nos voisins sont aussi nos collègues. On habite tous ensemble. On se sent proches. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pour tous, une évidence. Mais Taesung et ses collègues poussent le bouchon encore plus loin. Nous sommes vendredi soir, ce week-end ils sont de repos. Mais ils ont prévu de participer à une activité caritative organisée par la multinationale. À votre santé. À votre santé. Le lendemain matin, dans un petit village, à 1 heure de route de l'usine. Est-ce que tout le monde a récupéré ses outils? Ça ressemble à une journée de travail, sauf que nous sommes samedi. Les ouvriers de POSCO font du bénévolat au nom de leur entreprise pour donner un coup de main aux paysans du coin. On vient réparer leur tracteur ou leur porte en fer. Nous venons les aider parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. En Corée du Sud, le boom économique a provoqué un exode rural. Beaucoup de villages se retrouvent dépeuplés et appauvris. Alors Taesung et ses collègues mettent à profit leur savoir-faire. Regarde l'espace entre la porte et le mur. Ah oui, d'accord, je vois. Ça ferme mal. D'accord, on va réparer ça. C'est bien ce que fait POSCO. L'opération caritative est un formidable coup de pub pour l'entreprise et ça ne lui coûte presque rien. Ce sont les ouvriers de POSCO qui mettent la main au portefeuille pour financer l'opération. Nous, les employés, nous donnons 1% de nos salaires pour contribuer aux activités sociales de l'entreprise. Avec cet argent, nous achetons les matériaux dont nous avons besoin pour travailler, notamment le fer, et on l'achète à POSCO. C'est vrai que nos vies tournent autour de l'entreprise. Moi, je travaille et vis dans un appartement POSCO. J'y élève mes enfants et j'ai pu finir mes études grâce à une bourse de l'entreprise. Alors c'est normal que je donne de mon temps libre à l'entreprise. C'est un juste retour des choses. Ce modèle a permis à la Corée du Sud de sortir du sous-développement, mais il montre aujourd'hui ses faiblesses. Plusieurs crises financières sont passées par là, et pour la première fois de son histoire, le pays connaît le chômage. À 3,7%, le taux reste faible comparé à la France. Mais la compétition est devenue encore plus impitoyable. À Séoul, de nombreux habitants se retrouvent exclus du système et la pauvreté s'affiche désormais au grand jour. Mamie, viens là. T'as déjà mangé ou pas? Non, pas encore. Tu veux ce gâteau de riz? Oui, merci. Choi est pasteur. Depuis quelques années, ce fervent protestant défend la cause des plus démunis. Tous les samedis, il organise une soupe populaire dans le nord-est de la ville. Au menu aujourd'hui, de la nourriture invendue, cédée par les commerçants du coin. Du riz aux petits pois, de la viande en sauce et du tofu frit. Prenez seulement ce que vous arrivez à manger. Ne gaspillez pas. Probablement le seul repas de la journée pour ces hommes et ces femmes dans le besoin. Ce jour-là, ils sont une cinquantaine à engloutir leur déjeuner, le visage tourné vers le mur, pétri de honte. Ici, vous avez des gens qui étaient PDG de grandes entreprises, d'autres qui étaient professeurs d'université. Ils sont tous devenus pauvres après la crise financière. Pourtant, ils ont participé au développement économique du pays et ils ont aussi payé beaucoup d'impôts. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne les reconnaît pas. Il veut cacher la misère en Corée. Il les laisse tomber. Parmi ces nécessiteux, une majorité de personnes âgées. En Corée du Sud, près de 3 millions d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. En cause, le système de retraite. Il n'a été mis en place qu'à la fin des années 80 et beaucoup de seniors n'ont pas cotisé suffisamment pour toucher une pension décente. La plupart d'entre eux habitent dans des quartiers laissés à l'abandon, comme celui-ci.
Régulièrement, le pasteur Choi leur rend visite. Quand je reste trop longtemps sans nouvelles, je suis inquiet. Je me demande toujours s'ils sont encore là, s'ils ont un problème ou s'ils sont décédés. Je suis toujours inquiet. Depuis quelques jours, l'un de ses protégés ne donne plus signe de vie. Un homme de 60 ans qui habite cet immeuble décrépit. Le pasteur veut s'assurer que tout va bien. Bonjour. Il y a quelqu'un? Comment allez-vous? Vous avez mangé? Non, je n'ai pas mangé. Pourquoi vous n'avez pas mangé? J'étais allongé. Il faut manger pour vivre. Je ne vais pas entrer. Je voulais vous demander si vous aimiez bien les gâteaux de riz. Oui, j'aime ça. Bon, tenez, mangez ça. Il y a quelques années, M. Kim était dessinateur pour les bureaux d'architectes. Mais ses affaires n'étaient pas florissantes. Aujourd'hui, il se retrouve sans retraite, avec pour seule ressource une aide de l'État. 300 € par mois, l'équivalent coréen du RSA. Une somme insuffisante pour avoir un logement décent. Cette pièce de 5 mètres carrés à 150 € par mois est tout ce qu'il peut s'offrir. Quand je dors, je déplie un drap par terre. Comme je suis malade, je coince l'oreiller entre mes jambes et ensuite je m'allonge. Dans ce box, M. Kim entasse tous ses effets personnels. Des vêtements, des livres, des souvenirs et quelques appareils qu'il a pu sauver de son ancienne vie. Ça, c'est mon ordinateur. Là, c'est ma télé. Et ça, c'est des souvenirs de mon enfance. Pour les commodités, il faut aller sur le palier. M. Kim les partage avec une vingtaine de locataires qui vivent dans les mêmes conditions que lui. Ça, c'est la douche pour tout le monde. Là, ce sont les toilettes communes à l'ancienne. On nous dit toujours que la Corée est un pays avancé, mais regardez par vous-même. C'est un scandale. Les inégalités entre les riches et les pauvres sont quand même très élevées. Bon, allez, prenez soin de vous. À bientôt. Le pasteur doit repartir. D'autres laissés pour compte attendent sa visite. Il y a encore 20 ans, la plupart de ces retraités vivaient avec leurs enfants sous le même toit. Mais le progrès économique a changé les mentalités et la tradition s'est perdue. Aujourd'hui, passé 60 ans, beaucoup de seniors se retrouvent livrés à eux-mêmes. Pour s'en sortir, ils sont bien souvent obligés de reprendre un travail. Oh mince. Cette grand-mère a 81 ans. Comme tous les retraités coréens, elle touche l'aide de l'État, mais pour améliorer son quotidien, elle collecte les papiers et les cartons qu'elle trouve dans la rue pour les revendre aux décharges. Je n'aurais jamais pensé finir comme ça. J'ai travaillé toute ma vie comme femme de ménage. J'ai fait du repassage. J'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Et maintenant, j'ai mal aux jambes. Mais je n'ai pas le choix. 4 heures par jour, pliées en deux pour ramasser des papiers ou pousser ce chariot. Un travail éreintant, mais Madame Choi n'a rien trouvé de mieux. Ses 2 grands-enfants tentent de l'aider de temps en temps, mais ils ne sont pas assez riches pour subvenir à ses besoins. Alors, inlassablement, elle ramène son butin à la décharge. Pour cette première livraison, elle va toucher une dizaine d'euros. Le prix dépend du poids. Combien de kilos tu as? 50 kilos. C'est bon pour moi. Le recycleur me dit toujours, vous êtes en mauvaise santé. Vous devriez arrêter. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Même si j'ai mal à la hanche, je préfère travailler plutôt que de ne rien faire. En moyenne, ce travail lui rapporte 200 € par mois. Ajouté aux 300 € d'aide sociale, ce pécule lui permet de vivre décemment dans ce petit 2 pièces. Mais à plus de 80 ans, la retraitée s'inquiète. À ce rythme-là, elle se demande tous les jours combien de temps elle va pouvoir tenir. Je ne suis pas heureuse. Très souvent le soir, je pense à mourir car la vie est trop difficile. Je prie tous les soirs pour ne plus ouvrir les yeux avant de m'endormir.
J'ai hâte de rejoindre Dieu. Les propos de Madame Choi révèlent une triste réalité. La Corée du Sud détient le record mondial du plus haut taux de suicide. En moyenne, 40 personnes se donnent la mort tous les jours. C'est 2 fois plus qu'en France. À Séoul, les ponts sont tous sous surveillance. Et pour secourir les candidats au suicide, des équipes de sauveteurs se relaient 24 heures sur 24. Mais malgré leurs efforts, les autorités peinent à endiguer le problème. Et depuis quelques années, le suicide touche également les plus jeunes. La raison ? Une pression scolaire écrasante. En matière d'éducation, la Corée du Sud est l'un des pays les plus performants de la planète. Ses lycées sont parmi les meilleurs et ses élèves occupent le haut des podiums, une fierté nationale. Mais cette réussite se paye au prix fort. Les jeunes Coréens sont aussi les plus stressés du monde. Il est 7 h du matin. À Séoul, dans le très chic quartier de Gangnam, Madame Park prépare le petit déjeuner. Mais ce matin, elle a un souci. Son mari est déjà parti au travail et elle n'arrive pas à réveiller son fils de 16 ans. Il s'appelle Yoon-jae. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Je peux encore dormir 10 minutes, s'il te plaît, maman. Si Yoon-jae a autant de mal à se réveiller, c'est parce qu'il dort très peu, pas plus de 5 heures par nuit. Un rythme incroyable pour un adolescent en pleine croissance. Le reste de son temps, il le consacre à ses études. Son rêve serait d'intégrer, après le bac, une prestigieuse université. Et pour ça, il doit faire partie des meilleurs. Yoon-jae, t'es debout? Il est tellement fatigué. Il n'arrive pas à se lever. Une demi-heure plus tard, le jeune garçon montre enfin le bout de son nez. Mais il est en retard. Alors pas de petit déjeuner, il se contentera d'une banane. À ce soir. Salut. C'est parti pour son marathon quotidien. Plus de 15 heures d'études tous les jours, de 8 à 1 h du matin. Un emploi du temps démentiel, unique au monde. Première étape, le lycée. Yoon-jae est en seconde, dans l'un des meilleurs de Séoul. Ici, l'uniforme est de rigueur. Les filles et les garçons sont dans des classes séparées et la discipline est stricte. Tous les jours, on doit déposer nos téléphones portables ici. C'est le règlement. Au programme ce matin, une leçon d'économie dispensée par ce professeur. Le cours a beau être intéressant, dès les premières minutes, certains élèves piquent du nez. Comme Yoon-jae, ils font des journées à rallonge, alors ils rattrapent leur sommeil en retard comme ils le peuvent. Yoon-jae commence lui aussi à somnoler. De lui-même, il décide de s'installer au fond de la classe, derrière cette table haute. Elle a été disposée là pour permettre aux élèves de lutter contre la fatigue. Debout, sans chaise, difficile de s'endormir. Si je reste assis, je vais m'endormir. J'en suis sûr. J'ai déjà eu plusieurs avertissements. Et à partir de 3 avertissements, on me retire des points. Alors je fais tout pour ne pas en perdre d'autres. Au lycée, tous les élèves démarrent l'année avec 54 points. Mais à la moindre erreur, ils peuvent en perdre. Dormir en cours coûte 2 points. Arriver à 0, c'est l'exclusion, alors tout le monde se tient à carreau. C'est le professeur principal qui tient les comptes avec son logiciel. Et il ne plaisante pas avec la discipline. Quand je clique sur un nom, je peux tout savoir sur le comportement de l'élève, à l'heure près, notamment s'il a perdu des points. Regardez Yoon-jae par exemple. Il a dormi en cours hier, malgré mes avertissements, donc j'étais obligé de lui enlever 2 points. Sa mère a immédiatement reçu un message, comme ça elle peut le sermonner quand il rentre le soir. C'est vraiment une bonne méthode pour faire respecter la discipline. Ce système a été mis en place il y a 4 ans.
lorsque l'État a interdit les châtiments corporels au sein de l'école. Mais certaines habitudes ont la vie dure, égard aux élèves qui chahutent dans les couloirs. Il est 16 h, les cours se terminent, mais le marathon quotidien de Yoon-jae continue. Après avoir passé plus de 7 heures au lycée, il doit maintenant enchaîner 5 heures de cours particuliers. J'irais bien me reposer, mais la journée n'est pas encore finie pour moi. Et le jeune garçon ne doit pas traîner, car sa mère l'attend pour le conduire dans une académie privée. C'est une école qui dispense des cours intensifs. À Séoul, 90% des élèves fréquentent ces établissements après leur lycée. La Corée du Sud est un petit pays et nous avons peu de ressources naturelles. Notre richesse, ce sont les cerveaux. Alors nous investissons dans l'éducation de nos enfants. C'est ce que nous avons de plus cher. Salut maman. Pour ces cours du soir, les parents de Yoon-jae déboursent 900 € par mois. C'est cher, mais en Corée du Sud, l'éducation n'a pas de prix. Bonjour. Pendant 5 heures, le jeune garçon va enchaîner des exercices de mathématiques. Le but n'est pas de corriger ses lacunes, mais de prendre de l'avance sur le programme scolaire. Rien qu'à Séoul, on compte 30 000 établissements comme celui-ci, un système éducatif parallèle censé garantir la réussite. Au revoir et à demain. 22 h. Yoon-jae peut enfin rentrer chez lui. Avant de partir, il doit pointer comme à l'usine. Ses parents peuvent ainsi vérifier qu'il ne sèche pas les cours. Ça y est, enfin. Ça fait du bien. Maintenant, je peux enfin rentrer chez moi, prendre une douche et aller me coucher. Tous les soirs, entre 22 et 23 h, des milliers d'écoliers quittent comme lui ces académies. Un spectacle surprenant dans les rues de la capitale. Mais le plus incroyable, c'est qu'après avoir passé 12 heures dans des salles de classe, Yoon-jae n'a toujours pas fait ses devoirs. Alors avant d'aller se coucher, dernière halte dans la salle d'études de sa résidence. De nombreux immeubles disposent de pièces comme celle-ci pour permettre aux élèves de réviser au calme. Je suis vraiment fatigué là, mais je n'ai pas le choix. Nous, les élèves coréens, nous finissons nos devoirs même s'il est 1 h ou 2 h du matin. On n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est notre boulot. Il est minuit passé. Le jeune garçon pousse enfin la porte de son appartement. Maman, je suis rentré. Sa mère lui a préparé un dernier repas. Son père n'est toujours pas rentré du travail. Tiens, Yoon-jae, ta journée s'est bien passée? Bon appétit. Ce rythme infernal, Yoon-jae se l'impose tous les jours. Sa mère a conscience des dérives du système éducatif coréen, mais elle ne voit pas d'autre alternative. Bien sûr que j'ai de la peine pour mon fils. Il travaille beaucoup et il a peu de temps libre. Mais tant qu'il tient le coup, il doit continuer. La société coréenne est très compétitive. On s'inquiète pour l'avenir de nos enfants. Ils doivent travailler dur pour mettre toutes les chances de leur côté. Ce soir, une fois encore, Yoon-jae se couchera épuisé à 1 h du matin. Depuis quelques années, les autorités luttent contre la frénésie éducative des enfants et de leurs parents, en limitant les heures d'ouverture des académies privées. Mais la bataille est presque perdue d'avance. L'arrivée du chômage a augmenté les tensions sur le marché de l'emploi, et pour se faire une place, les jeunes Coréens sont prêts à toutes les dérives. La dernière tendance, c'est d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour améliorer son apparence et plaire aux employeurs. En quelques années, la Corée du Sud est devenue le royaume du bistouri, loin devant le Brésil ou les États-Unis. Et il n'est pas rare de croiser dans les rues des patients fraîchement opérés. Fais attention au trottoir. Un menton affiné, un nez pointu ou un sourire élargi. Ici, tout est possible, même le plus invraisemblable, comme se faire injecter du botox dans les cordes vocales pour avoir une plus belle voix.
Il va avoir la voix plus posée, plus grave. Ça va diminuer le tremblement des cordes vocales. Dans toute la capitale, des publicités mettent en avant les prouesses de ces chirurgiens. Même les photomatons ont succombé à cette quête de la perfection. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, pour beaucoup d'habitants, passer sur la table d'opération n'est pas qu'une simple coquetterie. C'est surtout un facteur d'ascension sociale. Salut, à la prochaine. À 28 ans, Eiwoo est titulaire d'un diplôme en communication. À la fin de ses études, il y a 3 ans, il pensait trouver un travail facilement. Mais aujourd'hui, le jeune homme a beau multiplier les envois de CV et les entretiens d'embauche, rien n'y fait. Et il en est persuadé, c'est à cause de son apparence physique. Quand je rappelle les employeurs pour savoir pourquoi je n'ai pas été pris, on me dit « Vous êtes trop mince, votre visage est trop fin, vos yeux sont trop petits. » Mon apparence est jugée négative. Je pense que je ne donne pas bonne impression. En gros, on me fait comprendre que je ne corresponds pas à l'image de l'entreprise. Et à la fin, je ne suis pas pris à cause de mon physique. Eiwoo aimerait travailler au service marketing d'une grande entreprise de mode. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, face aux recruteurs, il a décidé de se faire agrandir les yeux. Un choix qui pourrait paraître fantaisiste. Mais dans cette société ultra concurrentielle, le culte de l'apparence est devenu la règle. Beaucoup d'employeurs avouent que le physique de leurs candidats joue un rôle prépondérant dans leurs décisions. Certains vont jusqu'à exiger des informations détaillées sur l'anatomie de leurs futurs recrues. Tout ça, ce sont les CV que j'ai envoyés, ainsi que des documents que j'ai dû fournir. Une fois, une entreprise m'a même demandé un certificat pour savoir si j'étais en bonne santé. Ce document montre l'état de mon corps, le tour de ma poitrine, le tour de mes cuisses. Tous les détails de mon anatomie y sont répertoriés. J'ai présenté ce document pendant l'entretien, mais je n'ai pas été pris. En désespoir de cause, Eiwoo a pris rendez-vous dans l'une des nombreuses cliniques de Gangnam, le quartier le plus huppé de Séoul. Ici, il y en a plus de 500. Bonjour. Eiwoo a choisi l'une des plus réputées. Elle s'étire sur 16 étages. 9 médecins y travaillent. Chacun sa spécialité, et ici le personnel est au diapason avec les standards de beauté du moment. Bonjour. Bonjour, docteur. Eiwoo va être opéré par le docteur Do, un spécialiste de l'agrandissement des yeux. Regardez le miroir. Vous avez la peau qui cache les paupières. Le pli de la peau pousse les paupières vers le bas. Pour un Asiatique, vous n'avez pas forcément des petits yeux, mais on peut corriger la forme et enlever la peau. En Corée du Sud, c'est l'intervention la plus populaire, surtout auprès des femmes qui rêvent d'un visage à l'occidental. Mais le docteur Do opère aussi beaucoup d'hommes, en moyenne 15% de sa clientèle. Et la grande majorité d'entre eux passent sur le billard pour des raisons professionnelles. Je ne suis pas surpris parce que la compétition dans le monde du travail en Corée est féroce. Il y a beaucoup de chômage. Du coup, pour les hommes qui ont des soucis d'apparence, c'est plus difficile. Alors tout le monde cherche à se distinguer même par des petits détails. L'opération coûte 1 500 €. Ce n'est pas donné, mais pour Eiwoo, l'investissement en vaut la peine. Peut-être enfin son billet d'entrée dans le monde du travail. J'en avais envie depuis longtemps. Je suis prêt. J'ai hâte. L'intervention ne dure qu'un quart d'heure. Elle s'effectue sous anesthésie locale. Pour le docteur Do, c'est la routine. Des opérations comme celle-ci, il en fait entre 6 et 12 par jour. En salle de repos, Eiwoo est pressé de découvrir son nouveau regard. Mais il va devoir attendre encore un peu. Maintenant, il faut que mes yeux cicatrisent bien. Il faut que j'en prenne soin. Mais je pense que ça va vraiment changer ma vie. Encore 4 semaines de patience. Une dernière visite à la clinique pour enlever les points de suture. Et peut-être enfin, le job de ses rêves.
Face à des pressions sociales et économiques croissantes, les Coréens éprouvent un mal-être grandissant. Et dans ce pays à majorité chrétienne, ils sont de plus en plus nombreux à chercher du réconfort dans la foi. Ce matin, à l'abri des regards dans les hauteurs de Séoul, une cérémonie un peu particulière. Un rite chamanique, une pratique spirituelle ancestrale dont le but est de communiquer avec les esprits. En coulisses, le chef de cette joyeuse troupe se concentre avant l'arrivée de son prochain client. Il s'appelle Gimpa, il est chaman professionnel. Ancien chanteur, il a découvert sa vocation il y a une vingtaine d'années. Depuis, il pratique des rites religieux pour communiquer avec les dieux de la nature. Et son business lui rapporte beaucoup d'argent. Tout le monde fait des efforts dans la vie, mais ça ne marche pas toujours comme on veut. Les gens viennent ici pour retrouver un sens à leur vie, grâce au pouvoir des ancêtres et des dieux. Et ce sont surtout les jeunes qui redécouvrent le chamanisme. Parmi ses clients, des stars, des sportifs et de plus en plus d'hommes d'affaires. Gimpa doit recevoir ce matin un hôte de marque qui a fait fortune dans la gestion de patrimoine. Le millionnaire est proche du gouvernement, alors le chaman l'accueille en personne. Bonjour. Bonjour. Ça fait à peu près 1 an qu'on ne s'est pas vu, c'est ça? Oui, c'est vrai. Vous êtes venu l'année dernière. L'homme est un habitué des lieux, mais il préfère garder l'anonymat. Car se payer les services d'un chaman pour faire prospérer ses affaires est un peu tabou. Je suis venu pour prier et demander aux esprits de protéger mon entreprise et mes employés, qu'ils restent tous en bonne santé pour que nos affaires marchent bien. Pour exaucer les vœux de cette personnalité, le chaman a préparé tout un programme. Pour commencer, le rite du coupe-paille, une cérémonie bien connue de ses fidèles. En costume traditionnel, les pieds nus sur cette lame affûtée, Gimpa effectue des danses pour entrer en transe et invoquer des divinités. Les dieux de la mer et de la montagne et tous les autres dieux disent que les choses ont changé depuis l'année dernière. Aux premières loges, l'homme d'affaires n'en rate pas une miette. Il faut dire que pour s'offrir les services de Gimpa et de ses équipes, il a dû verser beaucoup d'argent, plus de 20 000 €. Et ce n'est pas fini. Pour obtenir les faveurs des dieux, il va devoir multiplier les offrandes, en cash. Dans la cabane d'à côté, les collaborateurs du chaman préparent un autre rite, le sacrifice du cochon. L'animal a été tué la veille. Sa mort doit éloigner les maladies de l'homme d'affaires et de son entourage. Mais pour ça, il faut donner aux dieux l'équivalent de 50 €. Vous avez 30 000 won? Oui. Une offrande arrosée d'alcool de riz qui finira dans les poches du chaman. Crachez 3 fois. Et après, vous pouvez sortir. Mais ne vous retournez surtout pas en sortant. Ça peut paraître barbare, mais avec ce genre de rite, l'homme d'affaires est persuadé d'éloigner le mauvais œil. Au début, ça m'a fait peur. J'étais un peu gêné même. Mais j'ai observé, j'ai appris et j'ai compris. Et une fois qu'on comprend la signification des choses, on finit par l'accepter. Ça devient évident même. Les cérémonies vont s'enchaîner toute la journée. Pour chaque danse, Gimpa change de costume et son client multiplie les offrandes. Au total, en plus des 20 000 € versés lors de la réservation de la cérémonie, il va en débourser 3 000 de plus. Une pluie de billets qui amuse le chaman et l'esprit qui semble l'habiter. J'ai de l'argent, j'en ai partout. On va bien s'amuser. Je sens l'esprit du grand-père. Il m'attend. À ce tarif-là,
l'homme d'affaires a tout de même droit à un bon repas. Même si le prix de cette journée est exorbitant, il y croit dur comme fer. Un jour, j'ai négocié un contrat avec une nouvelle société que je ne connaissais pas. Le chaman m'a mis en garde. Il m'a dit de faire attention à certains détails du contrat et ça m'a sauvé. J'ai évité la catastrophe. En moyenne, Gimpa effectue une cinquantaine de cérémonies comme celle-ci chaque année. De quoi amasser un joli pactole. Et son business a de l'avenir, car le pays compte de plus en plus de croyants. Tous les ans, 40% des Sud-Coréens consulteraient un chaman. À quelques kilomètres de là, à la gare de Séoul, Ewu, le jeune chômeur qui s'est fait opérer des yeux, marche d'un pas pressé. Ce moment, il l'attend depuis un mois. Faire une nouvelle photo d'identité pour son CV. Et il compte sur son nouveau visage pour relancer sa recherche d'emploi. Mon visage s'est adouci. Je suis toujours le même, mais aujourd'hui, avec un physique plus agréable, je pense que ça se passera beaucoup mieux avec les gens. La différence n'est pas forcément flagrante. Mais cette opération de chirurgie esthétique a au moins le mérite de lui avoir redonné confiance en lui. Avec son nouveau visage en haut de son CV, Ewu est persuadé de décrocher le job de ses rêves au service marketing d'une grande entreprise. Avant, quand j'avais les yeux bridés, des gens ne me trouvaient pas sympa. On m'a même déjà dit qu'on ne me recrutait pas à cause de mon physique. Aujourd'hui, mes yeux sont grands. Depuis l'opération, je peux regarder plus facilement mes interlocuteurs les yeux dans les yeux. Alors je pense que les gens me font plus confiance qu'avant. C'est important et ça peut faire la différence face à un recruteur. Depuis la fin de notre tournage, il y a 3 mois, Ewu n'a toujours pas décroché le job qu'il convoite. Mais ce n'est qu'une question de temps. Avec une croissance de près de 3%, la Corée du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus dynamiques d'Asie et l'un des plus innovants de la planète.